Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience avec 300 collaborateurs passionnés assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Bonjour à tous. On va attendre que Rémi arrive. Voilà, parfait. Bonjour à tous, bienvenue et merci en tout cas d'être venus pour ce webinaire du coup sur le Dark Web. Alors je vais me présenter, je suis donc Rémi Chivou, je suis analyste cybersécurité au sein d'Access et mon rôle aujourd'hui du coup va être d'éclaircir un petit peu tout ce qui est le Dark Web. On en entend beaucoup parler, à tort à travers, ça fait souvent peur. Le but de ce webinaire, c'est justement que vous sachiez un petit peu ce que c'est et qu'en repartant de cette petite information, vous puissiez dire maintenant quand j'entends le mot Dark Web, je sais ce que c'est et je n'en ai plus peur. Alors d'abord, je vais vous éclaircir vraiment le terme de Dark Web, savoir exactement qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se situe sur Internet et comment on y accède. Alors je ne vous détaillerai pas exactement comment on y accède, mais à quel point ça peut être assez facile d'y accéder. Ensuite, je vous plongerai vraiment dans l'envers du décor, de savoir à quoi ça ressemble et l'image qu'on en donne et l'image réelle une fois qu'on est dessus. Le Dark Web ensuite et ses conséquences, les conséquences qui vont pouvoir vous impacter, qui vont être dangereuses pour vous et dangereuses pour vous en tant qu'entreprise ou en termes de personnes. Ensuite, les meilleures pratiques qui vont permettre de vous éviter de vous exposer au Dark Web et de vous protéger de ce qui peut être trouvable sur le Dark Web. Et ensuite, je vous laisserai un petit peu la main pour poser vos questions. Rémi, je me permets 2 secondes, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Anthony Gallo, je fais avant-vente. Juste pour vous dire que pendant que Rémi va vous parler du Dark Web, moi, je serai disponible dans le chat tout au long de la présentation pour répondre éventuellement à vos questions. Si j'y arrive pas, on reviendra avec Rémi à la fin. Et juste pour vous dire qu'il faut poser vos questions en bas à droite sur le bouton questions à côté de chat, tout simplement. Rémi, vas-y, je t'en prie, tu peux continuer. Merci Anthony, désolé, je t'ai coupé. Et donc, éclaircissons ensemble le Dark Web et comment on y accède. Alors simplement, déjà, le Dark Web, c'est vraiment la face cachée, vraiment cachée d'Internet. Et ça va être un environnement qui ne sera pas référencé par tous les moteurs de recherche que vous connaissez, comme Google, Yahoo, et tout ce qui peut aller rechercher des sites web classiques sur Internet pour les mettre vraiment à disposition d'un utilisateur standard d'Internet qui va aller naviguer directement avec son navigateur classique. Donc généralement, c'est plutôt le Dark Web va se situer dans des pays qui vont être souvent très peu regardants sur la légalité de l'activité de ce qui va se passer dans ce niveau de Dark Web, donc de sites web cachés. Et généralement aussi, ils sont difficilement trouvables parce que les adresses ne sont pas standardisées, comme vous pouvez le voir avec des choses humainement compréhensibles.
elles vont se terminer par du point oignon, et ça va être toute une suite de séries de caractères qui sont alphanumériques. Généralement aussi, les sites vont être régulièrement migrés entre pays qui vont généralement ne pas s'entendre. Comme ça, s'il y a une demande de traçage sur ces sites-là pour essayer de retrouver qui les a hébergés ou qui est derrière, généralement, ce sont des rebonds qui vont se faire entre pays qui ne s'entendent pas, comme je vous laisse imaginer actuellement, vu les problèmes géopolitiques. Si j'ai un site en point oignon caché en Ukraine, que je le migre en Russie, si on va demander à l'Ukraine qui est derrière et qu'elle demande par la suite à la Russie, il y a très peu de chances que la demande aboutisse. En termes de visuel, on peut représenter un petit peu le dark web comme la couche très très en dessous d'un iceberg. Donc vous avez vraiment la surface qui va être utilisée par je dirais le commun des mortels, qui va être tout ce qui est réseaux sociaux, sites de plateformes d'achat comme Amazon, qui sont relativement classiques, que tout le monde va pouvoir utiliser de manière totalement légale et qui va servir justement le web qu'on connaît. Ça représente qu'une infime partie finalement du web, puisque tout ce qui va se retrouver dans le deep web, qu'on appelle justement deep web, c'est toute une partie d'internet qui ne doit pas être exposée par les moteurs de recherche. Pardon, par les moteurs de recherche. Donc par exemple, si vous avez des serveurs sur lesquels vous stockez des données qui sont propres à votre entreprise, qui sont confidentielles, des annuaires clients, des fichiers comptables, tout ça, c'est pas censé se retrouver sur Internet. On veut pas pouvoir le retrouver. Néanmoins, du fait d'avoir cette interconnexion Internet, ça fait partie du deep web puisque c'est quelque chose qui potentiellement peut être exposé et retrouvé. On a aussi tout ce qui peut être ressources gouvernementales. Le gouvernement ne va pas afficher tous ces fichiers publiquement, et généralement ce sont des choses qui sont cachées, qu'on ne va pas aller chercher de manière classique sur Internet à travers son navigateur. Le deep web, par exemple, pour vous parler méthode, il existe des moyens de détourner, par exemple, Google avec ce qu'on appelle des Google Docs. Voilà, ça porte ce nom-là. C'est un moyen de faire exécuter des recherches très particulières à Google qui vont permettre d'aller rechercher des choses qui peuvent se trouver dans ce deep web et qui ne sont normalement pas référencées et mises en avant par le moteur de recherche, mais on peut lui demander d'aller les chercher. Et ensuite, on a le dark web. Vraiment, le dark web est tout en dessous. On est encore plus en dessous que le deep web, puisque là, il ne s'agit plus de documents qu'on ne voudrait pas exposer, mais carrément de choses illégales. Donc, le plus souvent, vous allez retrouver tout ce qui est marché illégal de services numériques, et je vous invite à me suivre pour le découvrir juste après. L'accès est-il facile? Oui, je ne vais pas vous mentir, cet accès au dark web est finalement, pour ce qu'on en dit, très simple. Il suffit de faire quelques petites recherches sur Internet, d'avoir une connaissance à minima de ce qu'on fait avec un ordinateur, avec des navigateurs aussi. Potentiellement, juste une clé USB peut suffire, avec des outils totalement clés en main. Il suffit juste de mettre ce qu'il faut sur sa clé, de démarrer l'ordinateur avec la clé et de naviguer sur le dark web directement. Donc oui, l'accès est très facile finalement du dark web. Ce qui va vraiment conditionner l'expérience d'un utilisateur du dark web, ça va être surtout l'anonymat qu'il va en tirer, de savoir se protéger du dark web, puisque évidemment là on n'est plus dans un environnement classique du web, et là on s'expose aussi à des dangers, d'escroqueries, de vol de données, ce genre de choses-là, puisqu'on ne sait pas vraiment qui se cache derrière les sites en point oignon qui sont donc cachés. Donc comme je vous disais, on va pouvoir retrouver beaucoup de choses sur le dark web. Ce qui va nous intéresser en priorité, ça va être les informations sensibles qui vont pouvoir être volées et mises sur des marchés. Donc on va pouvoir retrouver de manière assez classique, je dirais, les mots de passe, des adresses, des coordonnées bancaires. C'est ce qui est le plus souvent trouvé dans des collections d'informations qui sont récupérées par les attaquants. Et on peut aussi trouver des données personnelles. Par exemple, quand un attaquant récupère toute une base de données chez une entreprise, il ne va pas se contenter que d'une petite partie de sa base de données. Si la base de données contient aussi les situations familiales, géographiques, des données de santé, peu importe, tout va les intéresser, ça fait prendre en valeur à cette information, et quand ils la revendent, pour eux, c'est du bénéfice. Vous allez avoir toute une pléthore de services et de produits illégaux aussi.
On retrouve notamment tout ce qui est trafic de drogue, pédocriminalité. On peut retrouver du trafic humain et la légende raconte qu'on peut retrouver des contrats d'assassinat. Bon, je vous laisse imaginer que je ne me suis pas amusé à acheter ce genre de produit et on peut aussi s'attendre à se faire escroquer quand on achète par le dark web. Donc ça peut être des escroqueries. On a plus important, qui vous intéresse vraiment en termes d'entreprise, des services illégaux numériques qui, eux, peuvent vraiment porter atteinte à votre entreprise. Elle, par contre, quand on parle de location de réseau de botnet, par exemple, un DDoS, donc un Distributed Denial of Service, en gros, ça va être faire tomber votre réseau pour ne plus que vous soyez accessible ou que vous puissiez sortir de votre réseau. Ça va paralyser complètement votre entreprise en termes d'Internet. Vous ne pourrez plus communiquer vers l'extérieur. Éventuellement, vous pourrez communiquer en interne si vous avez un réseau interne, mais tout ce qui devra sortir vers Internet sera bloqué parce que le tuyau sera complètement engorgé. Il existe aussi des achats de vulnérabilité, donc les achats de vulnérabilité dites zero day. Un zero day, pour vous expliquer ce que c'est en gros une vulnérabilité qui n'est pas patchée. Donc, l'entreprise qui tient la brique logicielle qui va être concernée n'est pas au courant que cette vulnérabilité existe et elle n'a pas encore potentiellement été utilisée dans la nature. Donc, généralement, cet achat de vulnérabilité va permettre à d'autres attaquants de les exploiter, d'être quasi certain de pouvoir passer au travers d'une vulnérabilité pour aller chercher des informations ou mettre à mal une entreprise. Ça peut se trouver sur le dark web, c'est vendu. Généralement, c'est une certaine valeur selon la vulnérabilité, la criticité de cette vulnérabilité, mais ça existe. Il est aussi possible, par exemple, d'acheter les services d'un hacker. Admettons, je suis quelqu'un de malveillant, je voudrais mettre à mal une entreprise, et cette entreprise, parce que j'ai des griefs avec, je veux lui faire perdre de l'argent, lui voler des données, peu importe. Je peux engager un hacker en lui disant, voilà, je voudrais que telle cible, on puisse récupérer des données ou la mettre à mal. Je mets un contrat sur cette entreprise et je veux que ce hacker-là fasse les choses à ma place. Moi, je ne suis pas capable de le faire, donc je demande à un hacker de le faire. Ce type de service existe sur le dark web. Voilà, vous pouvez mandater un hacker. Donc, quand je dis vous, ça veut dire que ça peut vous concerner à vous. Afin de vous expliquer un petit peu, on a parlé de DDoS, donc le Distributed Denial of Service. Le but est donc de faire tomber une entreprise sur sa partie externe. Je vous donne un exemple et vous comprendrez mieux le principe du DDoS. En 2016, il y a eu un malware qui s'appelait Mirai, qui allait chercher sur Internet tous les ce qu'on appelle les IoTs, les Internet of Things, donc les objets connectés. Par exemple, les frigos connectés, les radiateurs connectés, les lumières connectées qui pouvaient se retrouver sur Internet, exposés parce que non protégés. Et ce petit malware a été en charge d'aller chercher tout ça, récupérer la main dessus avec des comptes administrateurs de base, d'usine, qui ne pouvaient pas être changés, parce que c'était souvent justement des choses qui n'étaient pas vraiment prévues dans les process au niveau constructeur, parce que ce n'était pas quelque chose d'exploité auparavant. Et donc Mirai s'occupait d'aller prendre la main sur tout un tas d'appareils qui se retrouvaient sur Internet. Une fois qu'il avait la main, il faisait le ménage, il s'installait proprement, et une fois qu'il était installé, il attendait ses ordres pour dire, une fois que l'attaquant me dit « je dois agir », j'agis. Donc il était dormant, personne ne l'a vu. Une fois qu'il était installé, il attendait ses ordres. Le 20 septembre 2016, ce qui s'est passé, c'est que sur OVH, il y a eu un afflux d'informations de 1 terabit seconde, ce qui est énorme. Ça bouche un tuyau sans aucun problème. 1 terabit seconde. Ce petit test a été fait le 20. Le 21, on a eu DynDNS qui est tombé à cause de Mirai. Donc en gros, l'attaquant a demandé à ses botnets d'aller attaquer en envoyant tout un afflux de requêtes les serveurs de DynDNS qui étaient chargés donc de résoudre les noms quand vous tapez par exemple GitHub, Twitter, Facebook, Netflix, tout ça. Ces serveurs-là ne recevant plus les informations et ne pouvant plus les traiter parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations qui arrivent d'un coup, le serveur donc dit de DNS qui va résoudre les noms ne peut plus faire son office.
le navigateur du client qui va aller tenter de résoudre ce nom ne répondra plus, et votre navigateur ne va pas aller chercher le site internet. Voilà ce qui s'est passé pour Mirai, et c'est le fonctionnement de tous les DDoS. Je vous invite à venir avec moi dans l'envers du décor du Dark Web. Souvent, on en fait tout plein de choses en se disant le Dark Web c'est ci, le Dark Web c'est ça. En réalité, le Dark Web c'est ni plus ni moins qu'un Internet que vous allez pouvoir retrouver, où vous allez naviguer directement avec des sites Internet, des places de marché. Là, par exemple, alors je suis désolé si les screens sont un petit peu datés, mais on peut retrouver donc des sites Internet. Là, on a un petit peu un code couleur qui rappelle un petit peu Matrix, mais globalement, on peut trouver donc sur ce type de site des 0D qui vont permettre à d'autres attaquants d'aller exploiter des vulnérabilités sur des logiciels pour pouvoir aller récupérer de l'information ou mettre à mal une entreprise. Et là, comme vous le voyez, du coup, on a un screenshot d'une place de marché. Donc là, c'est vraiment un petit peu comme vous pourriez naviguer en trouvant sur Amazon. Vous avez un article, un prix, une petite image, histoire de vous montrer que voilà, le produit est joli ou attirant. Donc, il n'y a rien d'effrayant, j'ai envie de dire, visuellement, en se disant « je navigue sur le Dark Web ». En revanche, ce qui est plus effrayant, c'est les produits qu'on va y trouver. Les dangers du Dark Web. Parlons-en, on a commencé à en parler un petit peu avec tout ce qui est DDoS, mais parlons-en un petit peu plus et les conséquences que ça peut avoir sur une entreprise. D'abord, il y a un risque primaire, c'est vous. Si jamais vous êtes la cible d'une attaque, que vous êtes victime, vous allez avoir toutes les conséquences qui vont vous concerner. Vous allez avoir potentiellement une perte de chiffre d'affaires qui va être plus ou moins conséquente selon la durée de l'attaque et l'impact de l'attaque. Mais vous pouvez aussi faire un risque secondaire. C'est-à-dire que si votre réseau est compromis, potentiellement, vous pouvez avoir vos prestataires, vos fournisseurs, vos clients qui peuvent se retrouver concernés par cette compromission, parce que l'attaquant peut potentiellement rebondir de vous sur quelqu'un qui serait interconnecté à vous, que ce soit par le biais d'interconnexion mail, juste par communication, ou ça peut être vraiment une interconnexion, par exemple, de type VPN, lorsque vous rentrez dans le réseau d'une entreprise. Je parle pour un prestataire, par exemple, qui va aller se connecter sur des réseaux de clients ou ce genre de choses-là. Ça peut avoir des conséquences en termes de rebond. Quels sont les risques? Les risques, on en a parlé aussi vaguement, mais on va les étendre. Le vol d'annuaire client, par exemple, si vous avez un concurrent ou quelqu'un qui veut se lancer sur un marché et mettre à mal votre business déjà établi, vous pouvez avoir des vols d'annuaire client, vous pouvez avoir des vols d'informations comptables, si par exemple on veut divulguer des informations sensibles sur votre société, les espionnages industriels pour tout ce qui est recherche et développement, une entreprise qui va aller travailler sur un projet de longue durée et qui va se retrouver avec son projet directement dans la nature, c'est une perte énorme, que ce soit en chiffre d'affaires et en temps. Et puis c'est le danger de se retrouver avec son propre projet redéveloppé ailleurs. Il y a les sabotages, on en a parlé avec le DDoS, de se retrouver avec potentiellement un site de e-commerce, par exemple, qui n'est plus accessible. C'est une perte sèche en termes de chiffre d'affaires et ça peut être vraiment dangereux du coup pour une entreprise si ça perdure. Vous avez les atteintes à la réputation. Je vous laisse imaginer que si, par exemple, vous avez votre site vitrine ou votre site de e-commerce qui commence à diffuser des images qui ne doivent pas l'être, des images que ce soit de guerre, de terrorisme, ce qu'on voit le plus souvent, ça peut vraiment mettre à mal la réputation de l'entreprise. Et un client qui viendrait, par exemple, la première fois ou même la 10e fois sur votre site pour faire une commande, si le site est défacé, il y a peu de chances qu'ils se disent « je vais revenir commander sur ce site ». Voilà, donc ça peut être vraiment, l'atteinte à la réputation peut être vraiment dangereuse en termes d'image et d'information au niveau du client qu'on va leur donner. Il faut savoir que tous ces méfaits vont pouvoir être faits, il y en a qui se passent tous les jours, hein, ce n'est pas quelque chose d'assez anecdotique, hein, ça arrive tous les jours, et souvent c'est difficile à retracer, parce que comme je vous expliquais, du coup, avec le Dark Web, on peut mandater
des personnes qui seront d'un autre pays, qui seront dans des pays qui ne coopèrent pas avec les forces de l'ordre, même générales, hein. Donc, ça peut être compliqué pour certaines investigations d'arriver au bout et de pouvoir vraiment attraper la personne qui aurait fait ces méfaits. Je vais vous donner un exemple qui me concerne à moi. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. En janvier 2019, il y a eu une publication qu'on a appelée Collection One. Ça a été dans le dark web un gros fichier qui a été fourni avec tout un tas de mots de passe, d'adresses mail, ce genre d'informations qui pouvaient permettre à d'autres personnes, d'autres attaquants ou d'autres hackers d'aller tester ces mots de passe. En tout, il y avait plus de 2,5 milliards de lignes, ce qui veut dire que dedans, on avait tout un tas d'informations, ce qui représentait à peu près plus d'1 milliard de couples de login mots de passe. Il se trouve que dans ce fichier-là, qui a été divulgué, il y avait mes adresses mail et certains de mes mots de passe. Comment ils les ont obtenus? Simplement parce que c'était des sites sur lesquels j'ai créé ces comptes-là, qui ont été victimes du coup d'un attaquant ou plusieurs, d'un groupuscule peut-être. Ils ont récupéré tout ça, ils ont fait un joli packaging et ils ont tout envoyé. Ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, je me suis retrouvé avec des mails qui confirmaient des authentifications sur des sites, comme vous pouvez les avoir, par exemple, avec votre compte Google qui vous notifie quand vous vous connectez d'ailleurs, vous êtes connecté à partir de tel endroit. Sauf que ça a concerné plein de sites. Et les emplacements de connexion étaient souvent très divers et variés, et des sites qui ne sont pas forcément européens. Kazakhstan, Vietnam, Bangladesh, et je ne plaisante absolument pas, c'était vraiment des sites, des emplacements qui étaient inscrits. Pour certains de mes comptes, ils ont été sauvés par une double authentification, où justement, quand les attaquants essayaient de voler mon compte, ils tombaient sur une double authentification et n'ont pas pu la casser. Mais d'autres comptes ont été vraiment compromis. Résultat, en termes de solution, j'ai opté du coup pour un gestionnaire de mots de passe et j'ai dû retracer toutes ces activités et même ceux des sites où je n'avais pas été depuis longtemps pour essayer de changer les mots de passe, de mettre des mots de passe extrêmement complexes. Et le gestionnaire de mots de passe, en réalité, fait le travail à ma place. Il connaît mes mots de passe. Je ne connais que le mot de passe de mon gestionnaire de mots de passe. Ça permet deux choses. Je n'ai pas de mot de passe similaire sur aucun des sites et je n'ai pas besoin de les connaître. En réalité, je ne connais que deux mots de passe, celui de ma boîte mail et celui de mon mot de passe. Pourquoi la boîte mail? Parce que si vous connaissez un site, mais que vous n'avez plus votre mot de passe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander le mot de passe oublié. Le mot de passe, ou en tout cas le lien pour réinitialiser le mot de passe va arriver sur votre boîte mail. Si l'attaquant a l'accès à votre boîte mail, c'est gagné. Et ensuite, celui du gestionnaire de mot de passe qui, lui, va connaître toutes les entrées de compte. Un autre exemple, du coup, qui ne me concerne pas, Darkbeam, très récent, en septembre 2023, une base de données d'informations a été publiée qui venait directement de chez eux, qui représentait 3,8 milliards de lignes. Donc ça faisait un joli palmarès en termes de login mot de passe. Et c'est une erreur qui, encore aujourd'hui, pour Darkbeam, leur coûte très cher. Pour simplement, finalement, il s'est révélé que c'était une erreur humaine derrière. La base de données qui était un Elasticsearch était simplement pas protégée. Et un attaquant a très bien pu rentrer sans vraiment représenter de gros efforts et récupérer tout ça. Alors, quelques bonnes pratiques, du coup, pour sécuriser une entreprise et pour éviter que ce genre de problème vous arrive. Déjà, se tourner vers des outils d'aide à la surveillance. On peut citer, par exemple, des solutions de SOC ou des solutions de détection réseau qui vont permettre déjà de faire une première passe, les EDR, ce genre d'outils. Et il faut s'entourer évidemment des bonnes personnes. C'est bien de mettre en place des solutions, il faut savoir les utiliser et les surveiller. Un outil ne fera pas le travail entièrement tout seul, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et généralement, il vaut mieux faire appel à un prestataire éthique
expert dans son domaine de la cybersécurité, qui va savoir interpréter justement ce qui est donné par les outils d'aide à la surveillance et les traiter. Évidemment, on n'en parle jamais assez, mais former ses collaborateurs, c'est une bonne pratique qui est souvent négligée justement. Non pas que l'humain soit forcément la source de problèmes, mais l'humain, on fait des erreurs, on peut se tromper, et c'est souvent quelque chose qui va pouvoir être exploité par un attaquant, parce qu'il va pouvoir aller rechercher des informations sur un collaborateur, aller récupérer des données le concernant, savoir pour qui il travaille, ce genre d'informations-là, et s'en servir pour aller le cibler très précisément et lui dire, voilà, je vais attaquer cette personne, donc il faut les sensibiliser pour leur dire, attention à ce que vous faites, soyez vigilants, ces petits signaux peuvent vous indiquer que c'est malveillant ou non, et de vérifier. C'est très important. Je laisse la main à Anthony pour vous présenter un petit peu le parcours cyber. Parcours cyber, donc Access en fait met en place un parcours cyber, donc où on va avoir une chaîne de protection, si vous voulez. Donc on va commencer par la protection périmétrique. Donc on va vous installer soit des firewalls Storm Shield par exemple, ou aussi on travaille avec le SASI Cato. Donc d'ailleurs on est dans un marathon de webinaires, il y a des webinaires sur le SASI Cato. Je pense pas qu'ils soient passés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est très intéressant si vous connaissez pas le SASI. Le SASI, c'est entre guillemets la fusion du SD-WAN, c'est-à-dire de l'optimisation des réseaux et de tout ce qui est sécurité des réseaux. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, on va mettre en place la sensibilisation utilisateur avec des outils interactifs pour que vos utilisateurs apprennent les bonnes pratiques au niveau de la sensibilisation cyber, tout simplement. On va venir durcir l'Active Directory, donc tout ce qui est annuaire AD, tout ce qui est bonne pratique dans cet annuaire, c'est-à-dire vérifier les politiques de sécurité de mot de passe, vérifier les anciens protocoles qui sont encore utilisés. Bref, il y a vraiment plein de choses à vérifier et c'est vraiment un travail à part entière sur rien que ce sujet-là qui est assez conséquent. Ensuite, comme le disait tout à l'heure Rémi, on a notre équipe de SOC qui est en place. On a une équipe d'analyse cyber dont Rémi aussi fait partie, qui analyse donc toutes les vulnérabilités et aussi tous les incidents à caractère cyber chez nos clients toute la journée. Ensuite, on a effectivement les derniers remparts qui sont la sauvegarde des données. Ça, on va dire, c'est le dernier ou le premier rempart, ça dépend comment on le voit. Mais souvent, quand la cyber a failli, on se retourne sur les sauvegardes. Clairement, il nous reste que ça. Et c'est très important d'avoir des sauvegardes, surtout externalisées et aussi immuables. Surtout immuables. La sécurité d'Office 365 ou de la messagerie. Nous, on est prestataire Zimbra aussi, qui est une messagerie open source. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous demandent, ils sont sur Office 365 et nous demandent de partir sur du Zimbra pour justement optimiser un peu les coûts. Ça arrive de plus en plus. Et donc, on va sécuriser toute cette partie en mettant, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, de l'authentification multiple, par exemple. Et aussi en sécurisant toute cette partie pour mettre du data leak prevention, des choses comme ça, pour vérifier les fuites de données, par exemple. Voilà, vraiment durcir cette messagerie, tout simplement. Et j'en ai fini pour le parcours cyber. Merci Anthony. Je vous laisse la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet du coup des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre justement en espérant que ça puisse apporter quelques lumières justement et éclaircir le dark web. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions qui arrivent. Je surveille quand même le chat. Je sais pas s'il y avait des sondages aujourd'hui. J'en vois 3, mais j'ai pas la main dessus. Donc s'il y a des sondages, je vous invite à y répondre. Je suis un peu dans le flou sur ça. Ah oui, Emeline me dit qu'il y a des sondages, donc oui, n'hésitez pas à y répondre s'il vous plaît, ça nous aide à faire mieux dans les prochains webinaires et à voir ce qui vous intéresse surtout. Comme je disais tout à l'heure, pour le SASI, on
on a effectivement un marathon cyber cette semaine. N'hésitez pas à vous inscrire, à profiter de tout ce qui est information cyber qu'on va pouvoir passer. Là, regardez, il reste la NIS 2, il reste la sensibilisation des collaborateurs, on en a parlé tout à l'heure, et surtout l'architecture SASI. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est pas la nouveauté parce que Cato fait du SASI depuis 2015, faut le savoir, ils sont créateurs du SASI. Nous, on travaille avec Cato pour leur innovation, et aussi ils sont vraiment dans le top panier aujourd'hui pour tout ce qui est sécurisation réseau, poste et surtout optimisation. Donc c'est vraiment un tout en un, c'est vraiment très intéressant d'y participer. Et enfin la NIS 2, la NIS 2 qui arrive et qui met à mal un peu toutes les toutes les sociétés qui en sont qui en sont tributaires. Donc n'hésitez pas à aller chercher toutes ces informations là sur nos prochains webinaires. Merci beaucoup. Le lien pour info, le lien est arrivé en pop-up normalement et aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir les programmes restants et vous y inscrire. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Rémi. Mais de rien.